J'ai fait campagne pour lui. J'ai quitté le Parti républicain. Je suis toujours républicain. Je le suis encore aujourd'hui. Mais j'ai fait campagne pour Barack Obama. Nous lui avons décerné le prix Nobel de la paix à cause de ses discours remarquables. Nous nous sommes laissés avoir aussi, j'imagine. C'est devenu sa seule marque de nature positive. Il savait faire un bon discours. Mais je dois dire que, lorsque je l'ai rencontré dans la Roosevelt Room en novembre 2015, qui aurait été la dernière année de son second mandat, les premiers mots qu'il nous a adressés, à moi et au général Paul Eaton, qui était assis à ma gauche, furent « Il y a un parti pris dans cette ville en faveur de la guerre. » Puis il nous a fait une dissertation sur la façon dont il s'était essentiellement laissé convaincre d'intervenir en Libye par, il ne l'a pas dit, mais nous le savions, 2 femmes, Samantha Power et Hillary Clinton, et John Kerry était assis juste à côté de lui, alors secrétaire d'État. Le général Eaton et moi nous sommes demandé, en sortant dans la salle de réception de l'aile ouest, nous venions de faire une photo officielle avec lui dans le bureau ovale. Nous sommes sortis de la salle de réception de l'aile ouest et nous nous sommes demandé, parlait-il à nous, à John Kerry ou à lui-même? Et le général m'a regardé et a dit, je pense aux 3. J'ai répondu, je crois que tu as raison. Je crois que tu as raison. Parce qu'à ce moment-là, vous vous en souvenez peut-être, Kerry plaidait pour l'envoi de forces terrestres américaines en Syrie. Et donc, le président a saisi cette occasion, non seulement pour dire qu'il avait appris quelque chose en septembre, le Léviathan attiré par la guerre, bien sûr, Monsieur le Président, mais il disait aussi à Kerry de se taire, de façon indirecte, lors de cette réunion. Et cela se voyait sur le visage de John Kerry. Obama s'est fait avoir par beaucoup de gens, et il s'est fait avoir, je pense, surtout, par sa propre confiance en lui-même. Et cela n'a pas fonctionné. J'ai vu la même chose arriver à Powell. Powell pensait qu'il pouvait tout gérer, et il a découvert qu'il ne le pouvait pas. Donc Obama n'était pas optimiste à propos de la Libye, mais ce sont Samantha Power et Hillary Clinton qui l'ont convaincu. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Tu te souviens qu'il a envoyé Samantha à l'ONU et l'a éloignée de Washington. Et bien sûr, John Kerry est devenu secrétaire d'État. Je ne crois pas qu'il ait été satisfait de l'un ou de l'autre. Je pense qu'il estimait qu'il lui avait vendu du vent, surtout en ce qui concerne la Libye. Et ces remarques qu'Hillary a faites l'ont autant agacé que moi, parce qu'on en a parlé en privé. Nous sommes venus, nous avons vu, il est mort. J'ai dit que c'était les propos diplomatiques les plus maladroits que j'ai jamais entendus de la part d'un soi-disant diplomate américain. Accompagné de ce petit rire, bien sûr. Je pense qu'elle avait répété ces phrases. Je pense qu'elle avait pleinement l'intention de les dire à un moment important de son interview. Elle avait peut-être l'air d'une dame de fer. Je ne suis pas sûr de ce qu'elle voulait dire par là. Elle se présentait à la présidence. Elle était candidate à la présidence depuis qu'elle avait quitté son poste de première dame. Et vous savez, j'ai dû traiter avec elle dans une certaine mesure lorsque j'allais aux réunions de clôture au département d'État, parce que le secrétaire adjoint aux affaires législatives, Paul Kelly, était un bon ami à moi, un ancien marine, un bon ami. Donc j'allais aux réunions de clôture quand je le pouvais, le soir, de 17 à 18 heures, et j'écoutais ce que son secrétaire adjoint disait à propos du Sénat et de la Chambre des représentants. Et j'écoutais le suppléant du Sénat parler de la façon dont Hillary Clinton était l'une des personnes au Sénat capables de franchir les lignes partisanes et de traiter très efficacement avec l'autre camp. Et j'ai eu l'impression que, eh bien, peut-être qu'elle était une assez bonne sénatrice.
Puis, plus tard, environ 1 an et demi après, j'ai commencé à écouter un peu plus attentivement ce que Jim disait à propos du Sénat. Et j'ai commencé à comprendre qu'elle suivait toujours son propre chemin. Elle se présentait à la présidence. Et je pense qu'elle a eu le choc de sa vie lorsqu'elle n'a pas été élue. Mais je me souviens qu'il y avait aussi des articles, c'était dans le New York Times, à propos d'Obama. Il voulait se retirer des guerres, je crois surtout d'Irak. Mais ensuite, ses collaborateurs issus de, j'ai oublié de quel groupe de réflexion, ont dominé son administration. Centre pour une nouvelle sécurité américaine. Oui, ils ont réussi à le convaincre de poursuivre cette guerre aussi. Aviez-vous des réflexions à ce sujet? Une des raisons pour lesquelles ils l'ont fait, Glenn, c'est parce qu'ils savaient ce que nous faisions pour construire l'État islamique. Nous avons créé l'État islamique. Nous avons créé Daesh. Nous avons éliminé Abu Zarqawi. Nous l'avons éliminé. C'était l'homme clé. Après sa mort, ce sont des dirigeants sunnites irakiens, principalement issus de la garde républicaine irakienne, qui ont pris la relève. Ils connaissaient l'artillerie, la guerre blindée, la coordination de la puissance aérienne. C'étaient des militaires, et des militaires plutôt compétents. Ils sont devenus incompétents, à bien des égards, à cause du leadership de Saddam Hussein et de la façon dont il les contrôlait et les tenait constamment en laisse. Mais ils n'étaient pas une si mauvaise armée, et ils avaient du bon matériel soviétique. Mais ce qu'ils ont fait, c'est conclure un accord avec la CIA et avec ses restes de... Eh bien, c'était tout, d'Al-Qaïda à n'importe qui d'autre. C'était un groupe de terroristes assemblés à la va-vite que Zarqawi avait mis en place. Zarqawi était un fabricant de poison dans les montagnes. Et soudain, il est descendu. Je crois qu'il était kurde, si je me souviens bien. Quoi qu'il en soit, il est descendu, et Saddam Hussein ne l'aimait même pas. Il était tellement mauvais. J'ai appris tout cela quand je préparais Powell pour la présentation à l'ONU. Et ils ont mis en place cette organisation qui, lorsque les États-Unis se seraient retirés d'Irak d'une manière ou d'une autre, allait prendre la Syrie, le nord de l'Irak, vous savez tout, le califat. Vous savez, ils voulaient un califat. Eh bien, ce n'était pas ce que voulaient les membres de la garde républicaine. Quand vous voyez ces types tirer des obus d'artillerie avec précision, quand vous les voyez manœuvrer des chars et tout le reste, ce n'étaient pas des gens venus d'Al-Qaïda ou d'une autre organisation terroriste. C'étaient des membres de la garde républicaine irakienne. Donc nous avons créé, la CIA a aidé à créer cette entité et les a envoyés en Syrie afin de déstabiliser Assad. Nous avons été choqués lorsque l'insurrection a commencé en Irak. Le plan initial était de passer ensuite à la Syrie. Et nous pensions, l'armée pensait, qu'Assad céderait immédiatement. Il nous suffirait de faire passer quelques chars de l'autre côté de la frontière et il reculerait parce qu'il avait vu ce qui était arrivé à Saddam Hussein. Eh bien, les insurrections se sont développées si rapidement que Rumsfeld a dû annuler cela. Donc, nous ne sommes pas allés en Syrie. Wes Clark vous dira que nous devions aller en Syrie, puis en Iran. Et peut-être dans d'autres endroits aussi. Mais tout ce que j'ai jamais entendu, c'était le briefing sur la Syrie. Et j'ai aussi entendu le briefing quand nous avons fait marche arrière. Nous n'allions pas entrer en Syrie. Et cela en partie parce que Tommy Franks n'avait pas écouté Colin lorsque Colin lui avait dit « Il te faut au moins 250 000 soldats ». Et si vous comptez faire tout cela, il vous faut au moins 250 000 hommes. Et vous aviez l'expérience de la première guerre du Golfe, où nous en avions plus de 600 000. Beaucoup d'autres pays y ont participé, y compris les Syriens, les Français et les Saoudiens. Et Tommy a finalement perdu patience avec Colin et lui a répondu « Écoute, Rumsfeld allait me donner 50 000 hommes au total.
Je suis content d'en avoir eu 160 000. Et puis, Rumsfeld a laissé cette division en suspens en mer pendant si longtemps. 16 000 hommes qui devaient passer par la Turquie. Mais les Turcs ont rechigné à la dernière minute et ont dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas entrer par le nord. Nous avons donc dû les faire contourner et ils sont restés en mer pendant longtemps. Rumsfeld ne les a pas laissés débarquer parce qu'il voulait être perçu comme l'homme qui avait renversé Saddam Hussein avec le moins de troupes possible, puis faire tomber aussi Bachar al-Assad, parce que tout cela relevait du choc et effroi. Ça n'a pas marché. Et donc partout, tu sais, on se retrouvait les bras ballants, pas d'opération en Syrie, et on a développé une insurrection avec la CIA. Pour faire court, on a dû revenir combattre nos propres créations. C'était tellement grave, Glenn, qu'on a eu des marines qui tiraient sur des agents de la CIA et des agents de la CIA qui tiraient sur des marines en Syrie, parce que l'un ne savait pas ce que faisait l'autre. Et la CIA travaillait aussi avec Al-Qaïda. Mais à quel moment ont-ils perdu le contrôle, cependant? Parce que je peux comprendre que les agences de renseignement américaines aient soutenu ces groupes djihadistes comme instruments dans une guerre par procuration. Mais à partir de quand les États-Unis, enfin je suppose, ont-ils perdu le contrôle sur eux et ont-ils commencé à les attaquer? Eh bien, lorsque nous avons dû revenir et qu'il semblait qu'ils allaient faire des progrès significatifs, nous ne pensions pas que Petraeus avait vraiment... David Petraeus avait dit au président à maintes reprises que sa formation, rappelez-vous, il avait commencé comme général 2 étoiles à la tête du MNSTCI, le commandement de la formation en Irak, se passait bien. Il disait au président, lors de vidéoconférences sécurisées presque chaque semaine, que tout allait bien, que toutes ces personnes étaient très bien formées et allaient être capables d'assurer non seulement la sécurité intérieure, mais aussi la sécurité extérieure de l'Irak. Cela faisait partie du processus menant à notre départ éventuel. Eh bien, je recevais des rapports de mon informateur sur le terrain en Irak, indiquant que le taux d'absentéisme non autorisé dans ces bataillons atteignait parfois 30%. Et je recevais d'autres rapports qui disaient qu'ils ne savaient pas tirer droit et qu'ils n'étaient pas si bons que ça comme soldats. Or, Petraeus envoyait des rapports élogieux au président. Donc nous pensions que l'armée que Petraeus avait en grande partie formée et dont il avait fait des rapports si positifs au président serait capable de gérer ce qui restait de l'insurrection ou autre. Et je ne suis même pas sûr que l'armée conventionnelle, la main droite, savait complètement ce que faisait la CIA, la main gauche. Donc nous avons dû revenir parce qu'ils sont devenus des unités qui prenaient et tenaient le terrain. Et donc, nous avons dû... Obama n'avait pas le choix. Il a dû renvoyer des forces en Irak parce que l'armée irakienne n'était pas à la hauteur. Et ils l'ont supplié de revenir, ce qui était vraiment assez rare. Ils voulaient que nous partions. Et puis nous supplier de revenir. Cela signifiait qu'ils comprenaient vraiment que leur armée n'était pas compétente pour gérer la situation. Je veux dire, on parle d'un groupe de personnes qui se sont réunies, se sont un peu entraînées, avec la garde républicaine derrière eux, pour les aider. Beaucoup d'équipements, beaucoup de munitions, beaucoup d'artillerie, et tout le reste. Mais malgré tout, l'Irak avait l'équivalent. Mais ils avaient peur. Alors ils nous ont rappelés. Et nous sommes là-bas à peu près depuis ce temps-là. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Et c'est en partie un cauchemar parce que l'Empire ne sait pas ce qu'il fait d'un jour à l'autre. Il y a tellement de gens impliqués dans la soupe qu'il n'a même pas le temps de la manger. Avez-vous des informations concrètes sur ce qui se passe en Syrie? Parce que j'imagine que les États-Unis voulaient utiliser Jolani et ses sbires pour faire pression sur Assad et affaiblir sa position.
Mais voulait-il vraiment qu'il se retrouve là où il est aujourd'hui, à diriger une partie de la Syrie? Je veux dire, peut-il être civilisé ou contrôlé? Ça semble tellement la façon dont il était, vous savez, avec une prime sur sa tête, et le lendemain, on en vient à le présenter comme le champion d'une nouvelle Syrie démocratique. Au bout d'un moment, ça devient vraiment caricatural. On se dit que ça ne pouvait pas être leur premier choix, j'imagine. Certains signes montraient à quel point la situation allait être chaotique lorsque Israël subissait vraiment des pertes, tout en continuant à harceler le Hezbollah. Et tout à coup, nous avons demandé à Netanyahou d'arrêter et de se préparer à une autre action. Et cette autre action, bien sûr, concernait la Syrie. Nous le lui avons dit, il était plus qu'heureux de s'y atteler, alors il a mis en place un élément de type force d'économie, force de maintien au Liban. Quoi qu'il en soit, le cessez-le-feu était en train de se mettre en place à ce moment-là, en partie à cause de cela, et il s'est lancé en Syrie. Nous pensions donc que Netanyahou convoitait autant de territoires syriens qu'il pouvait en obtenir, et qu'il poussait bien au-delà de la station de ski, le mont Hermon, je crois que ça s'appelle comme ça, peu importe, et bien au-delà du Golan déjà occupé, vers le sud du Golan et jusque dans des lacs, des rivières, des réservoirs et d'autres endroits où il investissait, parce qu'ils veulent de l'eau. Ils veulent de l'eau partout où ils peuvent en trouver. C'est une des raisons pour lesquelles ils veulent rester au Liban. Ainsi, Netanyahou s'est joint à la mêlée et est devenu notre instrument en Syrie pour contrer Erdogan, car nous étions vraiment inquiets, et nous parlions à Erdogan. Mais nous étions préoccupés par ce qu'il faisait et ce qu'il disait lors des discussions. Il disait que tout ce qu'il voulait faire, c'était s'occuper de cet élément de la population kurde en Syrie qui lui posait problème. Et ensuite, il serait content, il serait satisfait et il n'enverrait plus de troupes en Syrie. Et Netanyahou était également préoccupé. Vous vous souvenez peut-être que Netanyahou et Erdogan se sont rencontrés pour en discuter. Je ne suis pas sûr de ce qu'ils ont décidé, mais je pense qu'ils se sont répartis les tâches. Et Israël a dit qu'il continuerait à bombarder tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une pièce d'armement en Syrie, y compris à Damas, ce qu'ils ont fait à plusieurs reprises. Et ils s'occuperaient de tout ce qui devait l'être, si cet homme agissait d'une manière qui semblait aller à l'encontre des intérêts d'Erdogan ou d'Israël, ce qu'Israël a fait. Ils ont eu quelques affrontements assez violents avec les FDI, ses troupes, à lui. À chaque fois, ces hommes se sont bien défendus, mais ils ont été vaincus par les FDI avec des pertes importantes. C'est l'une des raisons pour lesquelles Trump nous retire de là-bas. Mais vous remarquerez qu'il a annoncé ce retrait il y a 2 ou 3 semaines. Nous ne sommes toujours pas partis. Nous avons encore environ 1 millier de soldats sur place, qui traînent un peu. Mais c'est un chaos. La Syrie est un chaos. Mais Israël tire profit de ce chaos. Et je soupçonne que vous ne verrez jamais Israël, si l'État reste uni, ce qui devient de plus en plus incertain, quitter la Syrie à nouveau. Ils auront une portion assez importante de territoire syrien riche en eau, au-delà du plateau du Golan. Donc, avant que les djihadistes, soutenus par la Turquie, n'envahissent la Syrie, cet accord de paix, ou plutôt ce cessez-le-feu, qui a été conclu entre Israël et le Liban, ou le Hezbollah, vous dites qu'il a été coordonné avec les États-Unis. Oui, si tu te souviens, Lloyd Austin se tenait à la frontière avec le Hezbollah, avec son homologue de la Tzahal, j'ai oublié le nom du général. Mais il était là et disait « Ça va s'arrêter, on va avoir un cessez-le-feu, on va délimiter les lignes et tout ça. Et ce ne sera plus un élément qui détourne les soldats israéliens d'autres choses qu'ils doivent faire, c'est-à-dire Gaza, je suppose. » Et puis j'ai découvert qu'Austin n'avait pas forcément menti, mais
Il savait que ce n'était pas le cas, parce qu'il savait ce qui allait se passer. Il savait que le cessez-le-feu arrivait, parce que nous voulions qu'Israël couvre nos arrières, pendant qu'Assad était soit renversé, soit se battait férocement. Et c'est pour cette raison que le cessez-le-feu a eu lieu aussi rapidement. Pas parce qu'Austin et Netanyahou le voulaient.